Merci d'assister à cette conférence sur le fluvial au service de la logistique urbaine. C'est pas un horaire facile, donc va falloir faire les choses un petit peu punchy. On va essayer d'être le plus punchy possible pour éviter de s'endormir. Alors que le fluvial dans la ville, ça c'est une réalité qui ne se dément plus aujourd'hui. On l'a vu, et comme le disait un ancien directeur du port de Paris, le fleuve innerve la ville plutôt que le contraire. Il a permis d'approvisionner les grandes métropoles tout au long des siècles, et l'évolution de la logistique vers des nouvelles unités de charge. On ne parle plus désormais de colis, mais d'autres types de colis, d'autres types d'unités, va nous permettre, en fin de compte, de diversifier l'offre fluviale vers de nouvelles destinations et surtout vers de nouveaux trafics. C'est ce qui est intéressant. Alors, pour commencer, je vous propose d'écouter Lionel Rouillon, qui est directeur du développement de VNF. Et alors, je viens de le dire, la logistique urbaine fluviale se renouvelle régulièrement. Alors aujourd'hui, quel est l'état de cette logistique et les avantages du transport fluvial dans la logistique urbaine? Oui, bonjour à tous. Ça marche? Ça marche bien. Okay. Merci de votre accueil. Alors, les avantages du fluvial dans la logistique urbaine, ils sont divers. D'une part, c'est clairement un mode du juste à temps. D'autre part, beaucoup de villes sont traversées par le fleuve. Et de ce fait-là, on réussit à pénétrer au cœur des villes. Ce qui fait que quand vous combinez avec des vélos ou des véhicules électriques, de toute manière, vous permet d'avoir une chaîne du dernier kilomètre complètement décarbonée. Le troisième élément, c'est qu'on voit aujourd'hui, si on fait un petit retour en arrière, on voit émerger aujourd'hui des nouvelles solutions de logistique urbaine fluviale. Concrètement, il y a encore quelques années, on avait des opérations qui étaient peu rentables, assez fortement subventionnées, mais qui permettaient de tester une logistique. Depuis 2-3 ans, on commence à voir émerger des modèles qui n'ont pas besoin d'être fortement subventionnés, qui au contraire ont trouvé leur modèle économique, qui sont autoporteurs sur différents segments de marché. Vous avez les marchés avec des gros chargeurs qui permettent d'avoir des flux importants, qui ont des entrepôts en périphérie de ville et qui viennent directement en centre-ville avec une navette par jour, 2 navettes par jour pour pouvoir alimenter. Typiquement, on a une belle opération avec un grand marchand de meubles suédois dernièrement qui permet à 1 ou 2 rotations par jour d'alimenter le cœur Paris avec les livraisons de ce marchand de meubles. C'est de la barge, c'est du véhicule électrique derrière. Vous avez également des marchés avec des flux mutualisés qui permettent, alors ça a été testé à Strasbourg celui-là, et c'est en cours de développement à Lyon, qui permettent d'alimenter les commerces de centre-ville avec des rotations 2, 3, 4 fois par jour, avec un clair avantage pour le client à la fin, c'est qu'il peut réduire ses surfaces de stockage en centre-ville, mais je crois que d'autres intervenants l'expliqueront mieux que moi. Donc on voit ces modèles émerger, on voit une segmentation qui émerge, flux mutualisé d'un côté, gros chargeurs de l'autre, des solutions qui clairement trouvent leur modèle économique, une dynamique qui s'enclenche. Là j'ai parlé de Strasbourg, Lyon et Paris. Au total, des négociations sont en cours sur plus de 13 villes en France, à Rouen, à Toulouse, à Avignon, sur Metz, etc. Et donc, sur l'île. Et donc, on voit qu'il y a une dynamique qui est clairement en train de s'enclencher et qui pourrait, de ce fait-là, révolutionner la manière dont on fait la logistique au cœur des villes. Oui, merci. Et c'est vrai que quand on voit aujourd'hui, on se rappelle vers le fluvial, le Franprix, tout un tas de choses qui ont commencé à se développer.
la logistique urbaine fluviale devient une réalité. Et pour présenter, parce que maintenant on va se positionner du côté des opérateurs, et je me tourne vers mon voisin, Nicolas Teinturier, qui est directeur du développement de ULS. Avant même que vous commenciez votre intervention, je propose qu'on passe un petit film sur ce qu'est ULS qui dure à peu près 2 minutes sur ULS. C'est bon, ça va venir. Voilà, ça vient. Super, merci beaucoup. Du coup, là, on va livrer quai Saint-Jean. Boulangerie. On n'a pas le son, hein. On a 2 caisses, 8 sacs. Il y a 150 kg derrière. Nous sommes livrés depuis quelques mois maintenant par des livreurs en vélo. Alors c'est un vélo à assistance électrique, ils ont une super remorque à l'arrière, tout ça. Et l'intérêt aussi, c'est que le pack farine arrive par bateau avant d'être dispatché dans le centre-ville de Strasbourg. Le mode de livraison pour moi il est parfait, on est en plein dans notre temps. Strasbourg, comme toutes les grandes villes, souffre de problèmes de congestion urbaine. Il y a énormément de mouvements de livraison et c'est notre responsabilité d'acteurs publics que de chercher à les réguler pour pacifier l'espace public, pour limiter le bruit, limiter la pollution et faire en sorte que l'ensemble soit plus fluide et plus efficace. C'est pour cela que nous avons lancé en 2019 un appel à projet commun avec Voies navigables de France pour mettre en place une solution de livraison vers l'hypercentre par la voie fluviale. Le lauréat de cet appel à projet est la société ULS qui a séduit le jury par une solution qui présentait beaucoup d'avantages. D'une part, elle exploite une voie d'eau qui est largement sous-utilisée entre donc, la zone d'approvisionnement amont et cette plateforme qu'on appelle le Fischerstaden qui permet d'être un hub de distribution avec une flotte de vélos cargo. Chez ULS, vraiment, regardez, on transporte de tout. Ça veut dire de la lettre de 5 grammes, du colis de 5 kg ou du colis de 20 kg ou du colis de 30 kg, des sacs de farine de 25 kg, des fûts de bière de 40 kg et jusqu'aux 60 tonnes de pavés qu'on a réussi à transporter. Vraiment, chez ULS, on arrive à transporter tout ce qui rentre dans un centre-ville. Un bateau, c'est 122 tonnes de marchandises. 122 tonnes, c'est l'équivalent de 150 camionnettes qu'on sort de la route tous les jours. Dans notre solution globale, nous avons toujours une livraison à l'aller et une collecte de déchets recyclables au retour. Je crois que notre expérience ne peut qu'inciter d'autres villes à se lancer dans des actions autour de la logistique urbaine durable. Il y a une augmentation constante des flux, cela génère des tensions. Nous sommes dans le devoir de les traiter pour le bon fonctionnement de nos villes et pour les enjeux climatiques, les enjeux de qualité de l'air. Donc, alors Nicolas Teinturier, vous êtes directeur du développement de ULS. On vient de voir un peu ce que vous faites, notamment sur Strasbourg. Alors, vous avez dû développer un certain nombre d'outils et d'équipements pour adapter véritablement la logistique urbaine pour des types de produits qui peuvent être très divers. Et on entendait dans le film, ça va de la lettre de 5 grammes à quelques tonnes de pavés. Quels outils, quels équipements avez-vous développés pour ça? Bonjour à tous. Alors peut-être avant de répondre précisément à votre question, je veux quand même dire un mot sur la logistique urbaine et le principal défi en fait qui s'impose avec la logistique urbaine, c'est d'abord la conduite du changement. C'est-à-dire une conduite du changement, c'est-à-dire au niveau des décideurs publics, notamment les collectivités, de pouvoir remettre au cœur des villes, sur des quais qui ont trouvé d'autres usages depuis quelques décennies, de remettre de l'économie et du transport sur ces quais de centre-ville, et au niveau des opérateurs, finalement de transformer le modèle traditionnel un peu en tout routier et d'accepter de se lancer dans des solutions alternatives. Et donc les acteurs qui sont là autour pour cette conférence, finalement, sont des promoteurs de la logistique urbaine fluviale et on œuvre tous avec beaucoup de conviction et de pédagogie pour accompagner ce changement. Et tout changement, il y a forcément des résistances, que ce soit dans des secteurs d'activité ou dans des organisations. Alors, pour bien comprendre notre modèle et notamment le modèle et les équipements qu'on met en œuvre, on doit répondre dans notre activité à deux grands objectifs. Répondre aux objectifs
aux enjeux des collectivités. Les collectivités veulent lutter contre la pollution, la congestion routière, l'encombrement de l'espace public pendant les séquences de livraison, c'est ce que la vice-présidente de la métropole disait dans le film. Et les chargeurs et transporteurs qui nous confient leur fret, eux, ils ont deux attentes essentielles qui sont, il faut que ça coûte pas plus cher que le mode routier, et il faut que ce soit donc ISO-coût et de pouvoir délivrer une qualité de service très très bonne. Donc c'est ce qu'on arrive aujourd'hui à faire avec des chargeurs ou des transporteurs. À Strasbourg, on travaille avec La Poste, on travaille avec Géodis et les Grands Moulins, etc. Donc notre offre à ce site particulier, c'est qu'elle est multicanale. Si on veut agir concrètement sur tous ces enjeux qu'on a cités tout à l'heure, il faut pouvoir transporter tout ce qui rentre en ville. Alors, mon président voit toujours l'avenir, donc aujourd'hui, on ne transporte pas encore tout ce qui rentre en ville. Il reste les questions sur le froid, sur le fret à haute valeur ajoutée. C'est pour ça qu'on a beaucoup de R&D sur un certain nombre d'équipements. Et le contenant, c'est ce qui a fait l'essor du transport maritime, mais c'est ce qui fera aussi l'essor de la logistique urbaine. Et donc le modèle qu'on s'attache à développer, c'est d'abord un modèle industriel, parce que ceux qui sont les gros faiseurs et qui emmènent des très grandes quantités de fret dans les villes, c'est des industriels. Et donc il faut avoir cette logique, ISO-coût, mais aussi qualité de service, process, traitement de toute la digitalisation qui tourne autour des flux physiques de marchandises. Et le dernier point, une solution globale, parce qu'il faut pouvoir mutualiser le vecteur de transport qui rentre dans la ville. Et aujourd'hui, il y a trop de camions qui rentrent à moitié vide ou à moitié plein, selon la manière dont on veut les regarder. Mais voilà, notre neutralité en fait permet d'avoir différents opérateurs qui sont parfois concurrents sur le même bateau, et ils vont mutualiser ce dernier kilomètre qui de toute manière pose énormément de difficultés pour eux en rentrant en camion à l'intérieur. C'est vrai que le dernier kilomètre, c'est un vrai grand sujet dans la logistique. Je me tourne vers vous, Laurent Hélard. Vous êtes responsable coordination transport sur achat de Point P. Alors Point P, on connaît, c'est des matériaux de construction de manière générale qui sont livrés en partie à Paris, parce que je suis parisien et donc je les vois sur les quais de Seine, et donc directement au cœur des villes. Alors, pour une entreprise comme la vôtre, comment ça se gère la logistique urbaine ? En fait, historiquement, déjà, Point P est implanté en bord de Seine depuis des années et des années. Et dans cette occupation de bord de Seine, il y avait cette obligation de toute façon d'avoir un recours à la voie navigable, enfin au fleuve, pour pouvoir approvisionner. Mais au-delà de cet aspect historique, en fait, il s'avère qu'effectivement, pour faire face justement à la congestion, pour contrer la congestion de l'agglo et de réduire nos émissions de CO2, on s'est tourné de plus en plus vers ce mode-là, puisque au-delà des 5 agences qu'on avait historiquement implantées en bord de Seine, Point P Île-de-France, puisque c'est Point P Île-de-France qui gère ça, s'est doté d'une plateforme en bord de Seine aussi à Conflans, qui permet qui est alimentée par le fleuve et qui ensuite arrose l'ensemble des agences du Grand Nord-Ouest parisien. Et également, donc ça c'est pour effectivement limiter les transit time et les camions sur la route. Sécuriser aussi, puisque le bateau il part, alors c'est une rotation qui se fait sur une semaine complète. On a 2 bateaux, il y en a un qui est affrété par un fournisseur, mais le nôtre qui est à nos couleurs a une semaine pour faire cette rotation-là. Et donc, on alimente cette plateforme-là pour le Nord-Ouest. Et également, il vient d'être mise en place une plateforme de consolidation en vue de livraison de chantiers bord de Seine. Typiquement, on a remporté un appel d'offres pour le village des athlètes Paris 2024. Et donc, dans le cahier des charges duquel était indiquée la possibilité pour nous de livrer en voie fluviale. Et au-delà de ça a permis d'amorcer la pompe, en fait. Et donc, cette plateforme de consolidation nous permet d'ores et déjà d'alimenter certains chantiers en bord de Seine. Donc, on l'intègre de plus en plus dans nos schémas.
Et je suis en train de regarder sur la possibilité aussi, au départ de notre base logistique, alors là, il y aura du préacheminement un petit peu, mais routier, mais au départ de notre base logistique de Brie-Comte-Robert, d'alimenter nos agences de bord de Seine, toujours, en produits qui sont stockés dans cette base logistique. C'est à peu près 200 palettes par semaine. Et donc l'idée, c'est d'intégrer ça dans notre solution existante, qui a encore un petit peu de disponibilité. Je pense que de plus en plus, en tout cas sur les gros chantiers, qui sont avec le moins de post-acheminement, parce que c'est filiant quand on parle d'isocoup, etc., mais à condition qu'il n'y ait pas trop de pré ou de post-acheminement, quand même. Et ensuite, dernier point, Point Île-de-France va ouvrir une nouvelle agence sur le port de Gennevilliers, avec clairement la volonté, là aussi, pour d'une part, aller continuer ses approvisionnements par le fleuve et aussi alimenter ces chantiers bord de Seine ou proches de la voie d'eau. Donc c'est vraiment c'est assez structurant pour notre offre en fait de livraison et d'approvisionnement. Ça signifie qu'il y a un système de hub et de redistribution un peu derrière. C'est ça. En fait, le Alfortville, donc c'est au sud, donc c'est vraiment on consolide sud-est, ouais, on consolide les différents produits qui partent ensuite en livraison. Et c'est là-dessus que je voudrais m'appuyer. Sur celle-ci, je voudrais m'appuyer pour mes palettes de Brie-Comte-Robert. Et idem pour Conflans. Là, c'est vraiment de l'éclatement. On reçoit en masse via le bateau 900 palettes par semaine à peu près de parpaing, et c'est éclaté ensuite vers les agences de la zone. Merci Monsieur Héla. C'est intéressant parce que tant avec ULS qu'avec Point P, tout comme avec VNF, comme Monsieur Rouillon nous l'a expliqué au début, on voit qu'il y a une coordination entre les opérateurs et les ports. Alors je me tourne vers vous, Vanessa Fleurisson. Vous êtes responsable commercial des ports de Lille. J'aime beaucoup parce qu'on parle toujours des ports de Lille. C'est toujours impressionnant. Et qui avait, alors les ports de Lille, la logistique urbaine, ça fait quelques années que vous la maîtrisez, notamment sur différents produits. Et aujourd'hui, alors, où est-ce que vous en êtes dans cette logistique urbaine dans les ports de Lille? Où est-ce qu'on en est à Lille de la logistique urbaine? Merci. Bonjour à tous. Donc effectivement, au niveau de Port de Lille, il y a un S parce qu'on gère en fait 12 sites qui maillent un petit peu les territoires en fait au niveau de la métropole lilloise, enfin en grande partie sur la métropole lilloise. Au niveau de la logistique urbaine, au niveau du port de Lille, historiquement en fait, on a un trafic en fait de déchets. On a accompagné en fait la métropole européenne de Lille dans le cadre du transport des résidus urbains. Historiquement, ça a démarré en 99, en partenariat notamment avec VNF, Port de Lille et la métropole. L'idée, effectivement, c'était de rendre service pour l'intérêt général. Et on a un trafic aujourd'hui pendulaire entre deux sites, un situé donc sur Alluin, donc au nord de la métropole, et un autre site donc situé à Los-Sequedin, donc tout près donc de la ville de Lille. Ces deux sites qui sont séparés d'environ 30 km, et entre chaque site en fait nous avons chaque jour 30 conteneurs donc qui partent du centre de valorisation organique, donc des conteneurs qui sont remplis de déchets ménagers et qui partent vers le nord de la métropole pour y être incinérés, transformés en énergie. Et puis du nord de la métropole, donc ce sont cette fois-ci des déchets fermentescibles qui descendent en fait sur l'île pour y être valorisés, notamment en biogaz, qui va être utilisé ensuite dans le cadre du transport des bus lillois. Donc ça, c'est effectivement, donc ça a démarré, la logique en fait de ce flux a démarré dans les années 90. Ce flux pendulaire donc existe depuis 2007 et aujourd'hui perdure puisqu'il permet d'éviter un grand nombre de camions sur les routes. C'est entre 15 et 20 000 camions qui sont évités chaque année sur les routes. Donc dans une métropole telle que Lille, très congestionnée, ça a un grand intérêt. Et évidemment, c'est lié aussi à une réduction des émissions de carbone. Donc ça c'est je dirais un premier sujet en fait qui est traité au niveau de Port de Lille.
Le site de Lille, en tant que tel, a développé également, donc a réhabilité des entrepôts pour les dédiés en fait à la logistique urbaine. Donc on a un centre multimodal de distribution urbaine qui est situé donc bord à canal. Qui en fait on a intégré donc le M pour cette multimodalité en fait qui est parfois un petit peu difficile à mettre en œuvre dans le cadre de cette logique de distribution urbaine. Pour autant le nouvel exploitant qui existe aujourd'hui qui est Turbi s'est engagé avec Port de Lille et un certain nombre d'acteurs européens dans le cadre d'un projet, le projet donc Smart Track for Gateway, dans le cadre duquel en fait ils se sont engagés à promouvoir la logistique, enfin le fluvial dans le cadre de la logistique urbaine, et aussi à s'engager à tester en fait des innovations pour pouvoir faciliter le recours à la voie fluviale pour les PME et pour les PMI en fait du territoire. Donc ce qui nous a amené notamment à réaliser une expérimentation donc au niveau du centre multimodal de distribution urbaine. On a accompagné en fait ce projet-là en permettant en fait de présenter plus exactement. On a présenté donc Fleximal, donc qui est un produit donc de Sogestran. On a présenté également le bateau Le Zoulou, qui est donc le bateau de Blue Line Logistique. L'idée, c'était en fait de montrer ce qui existait aujourd'hui sur ces sujets-là. Alors effectivement pour Lille, mais pour d'autres acteurs, hein, puisque une entreprise de Lille peut aussi être présente ailleurs. Et aujourd'hui, ce projet, pour Port de Lille, a mis en exergue la particularité locale, hein, j'en parlais tout à l'heure, donc la particularité locale en fait, du Port de Lille, qui est situé à proximité même du centre-ville. Et c'est vrai que pour ça, on a des difficultés on ne parle pas vraiment d'approvisionnement du centre-ville par la voie d'eau. En revanche, là où on voit qu'en dehors des produits palettisés, il y a peut-être un potentiel cette fois-ci sur tout ce qui va être les déchets. On parlait de reverse logistique nous tout à l'heure sur les chantiers. Donc là, il y a peut-être effectivement un gros potentiel où Port de Lille pourrait mettre à disposition en fait des plateformes, hein, du foncier, pour pouvoir en fait accueillir ces déchets, les massifier avant en fait leur envoi vers des sites de réemploi demain. Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on réfléchit. On réfléchit sur ces sujets-là aujourd'hui parce qu'effectivement, on tient compte de cette particularité locale que nous avons en matière donc d'organisation géographique en fait de la ville de Lille, enfin, et également en matière d'habitude de consommation. C'est important aussi de le prendre en considération dans le cadre d'un projet de logistique fluviale. Merci. Je me tourne vers vous, Jean Plateau. Vous êtes directeur de la plateforme de Gennevilliers de Haropaport. Alors, vous êtes vraiment inséré dans la ville, puisque Gennevilliers, c'est quand même à quelques tours de roue de... on dirait pas ça parce qu'on parle fluvial, mais c'est pas loin de Paris. Aujourd'hui, c'est vrai que la logistique urbaine en région Île-de-France est devenue une réalité au travers des différents exemples qu'on a pu entendre. Et quel rôle peuvent jouer alors les plateformes portuaires, et comment s'articule la mixité de ces plateformes entre les demandes des industriels qui ont besoin de quais et puis les demandes des citoyens qui ont besoin, qui eux veulent se réapproprier par endroits et par moments les bords de Seine ou les bords de l'Oise ou des autres fleuves? Alors, vous l'avez dit, hein, les plateformes de Haropaport en Île-de-France sont essentielles pour réaliser cette logistique urbaine. La logistique d'approvisionnement de la région parisienne, hein, qui est un des principaux bassins de consommation en Europe, est évidemment quelque chose d'extrêmement complexe et fait face à des défis majeurs. Des défis d'organisation de la logistique en elle-même, hein, puisque aujourd'hui on voit l'augmentation du e-commerce, des attentes du consommateur d'être livré de façon de plus en plus ponctuelle, également pour certains biens plus rapidement. Un enjeu majeur climatique de décarbonation de ces chaînes logistiques auquel on va faire face très rapidement, puisque la zone à faible émission est créée et dans quelques années l'entrée du diesel dans le cœur de la métropole, à l'intérieur de la 86, sera interdit. Et puis, troisième enjeu,
la question de l'espace, vous l'avez dit, et du partage de l'espace, avec au niveau national la ZAN, le zéro artificialisation net, qui va considérablement complexifier finalement la construction d'entrepôts ou autres sur des zones naturelles. Et dans la ville, effectivement, l'empreinte de la route du camion. Aropaport a été créé dans ce contexte-là. On a un an et demi, 2 ans bientôt. Et notre objectif, notre projet, c'est de construire cette solution de corridor décarboné pour approvisionner l'Île-de-France et répondre à tous ces enjeux, en fait. Comment on y répond ? Par une stratégie qui comprend déjà le repositionnement effectivement d'infrastructures logistiques et de la logistique parisienne dans nos ports, à proximité de la voie d'eau, à proximité de solutions de transport qui soient les plus décarbonées possibles. C'est comme ça qu'à Gennevilliers, on a construit un premier entrepôt à étage, l'entrepôt de Véloc, dans lequel est implanté Ikea. On construit aujourd'hui un deuxième entrepôt à étage en projet porté par Goodman, 200 millions d'euros d'investissement, 90 000 m² déployés sur 60 000 m² au sol. On a attribué en cœur de ville les bâtiments d'Austerlitz pour permettre cette logistique du dernier kilomètre. Donc cette stratégie de pouvoir réimplanter de la logistique sur des zones qui sont dédiées à ça et qui sont prévues pour ça. Deuxième élément de la stratégie, déployer de nouveaux quais, de nouvelles solutions d'infrastructure pour pouvoir remettre la marchandise, quand c'est pertinent, sur les modes les plus décarbonés qui sont notamment la voie d'eau, avec cette capacité qu'a la Seine de transporter beaucoup plus de marchandises qu'elle ne le fait encore aujourd'hui. Donc ça c'est le deuxième élément de la stratégie. Et là aussi, pour Ikea, par exemple, dans le cadre de son projet, on a déployé 2 nouveaux quais, un quai à Gennevilliers, un quai dans Paris, à Bercy, pour accueillir ces trafics. Mais également, le projet Goodman à Gennevilliers ou le projet d'Austerlitz intègrent directement des solutions pour charger directement la marchandise sur la voie d'eau depuis ces entrepôts. Dernier élément de la pyramide et de la décarbonation, c'est de créer après tout l'écosystème effectivement d'acteurs pour mutualiser les flux. Et on a la chance effectivement à Paris d'avoir sur nos ports tout cet écosystème qui existe, qui a tendance à se renforcer avec des stations multi-énergie, des stations hydrogène qui se développent, etc. et qui permettront de décarboner la logistique. En faisant ce choix en fait d'utiliser la Seine pour la logistique, d'utiliser plus globalement la multimodalité et le meilleur moyen de transport pour approvisionner Paris, on répond justement à cette attente du citoyen de désencombrer finalement l'espace public. Alors l'espace public qui est dans la ville mais aussi sur les quais. Et effectivement, vous avez raison, il y a un travail de pédagogie à faire pour réserver sur les quais des espaces pour réaliser tout simplement ces opérations logistiques qui sont nécessaires pour désencombrer plus globalement la ville. Merci. Alors, on vient d'entendre des opérateurs portuaires, des opérateurs logistiques, VNF. Alors, je me tourne vers vous, Didier Léandri. Vous êtes président délégué général d'Entreprises Fluviales de France et vous représentez les transporteurs fluviaux. Alors, c'est intéressant de voir parce que un peu l'autre partie de cette logistique urbaine. Est-ce que vous pensez, selon votre analyse, parce que ça fait un certain nombre d'années que vous travaillez dans le milieu et que vous maîtrisez bien ce milieu et toute la complexité de la logistique fluviale, est-ce que vous pensez que sur le long terme, ça puisse tenir financièrement face aux autres modes de transport, parce que même si on a parlé de comodalité entre différents modes, à un moment ou l'autre, est-ce que la logistique fluviale urbaine peut tenir dans le temps ? La réponse est oui. Je ne vais pas vous laisser attendre plus longtemps, pas de suspense. En fait, on parle autour de cette table de beaucoup de choses très très différentes en réalité. Sous le vocable de logistique fluviale urbaine, on parle à la fois de trafic historique de matériaux, de granulats, et je rappelle que ça représente quand même 15 à 20% des flux opérés sur la Seine, et tout ça à destination de Paris ou la région parisienne. Donc ce type de trafic a fait ses preuves, et c'est pas fini.
Il y a du transport de déchets. Voilà, on n'en a pas parlé parce qu'on ne peut pas... Si, Madame Florisson de Lille en a un peu parlé. Alors, effectivement, pardon, port de Lille. Mais si on s'intéresse aux biens de grande consommation, aux marchandises palettisées, le sujet, c'est celui de l'équilibre concurrentiel avec la route en trace directe. Et donc, effectivement, il faut le dire, intégrer un maillon fluvial, c'est renchérir le coût de cette expédition, de cette livraison. Il faut partir de ce principe-là, d'où votre question. Il y a des coûts fixes extrêmement importants au fluvial, qui sont connus, mais qui sont parfaitement maîtrisés. La solution technique, elle est fiable. La question à se poser, et je pense que tous les entrepreneurs qui sont arrivés sur ces marchés se la sont posés, c'est comment je peux compenser ce qui apparaît en première analyse comme des surcoûts, quelle est la valeur ajoutée finalement de la solution fluviale. Parce que c'est ça qui importe le client. Vous disiez tout à l'heure, de toute façon, le prix, il est connu, c'est un prix au kilo ou à la tonne. Le prix de marché, c'est celui de la route, et si on ne s'aligne pas, de toute façon, on ne passe pas. La valeur ajoutée, on la trouve dans la massification, et donc ça, c'est historique, surtout à Paris. On peut la trouver dans des opérations strictement logistiques. Moi, je mentionnerai l'exemple de Fluidis. Donc, il y a un bateau qui opère à Paris pour le compte notamment de l'IRECO, et c'est un bateau entrepôt. On fait de la préparation de commandes à bord. C'est-à-dire que l'entrepôt est mobile. Et c'est ça le modèle de Fluidis. Pour d'autres, même si ça transcende un petit peu tous les exemples que nous venons d'entendre, pour d'autres, c'est le zéro émission et donc l'inscription dans la transition énergétique. Donc à chaque fois, vous voyez qu'il y a un facteur qui permet de compenser ce qui apparaît en première analyse comme un surcoût. Un élément extrêmement important parce que l'avantage environnemental, on l'a eu et on l'a depuis des années en définitive. Et ça, c'est la grande nouveauté. Et c'est pour ça que je crois beaucoup à cette nouvelle logistique urbaine sur des petits lots. C'est que maintenant, on sait lancer des bateaux vraiment zéro émission. La preuve, il y en a qui tournent. La deuxième chose, c'est que jusqu'à une période relativement récente, de toute façon, le dernier kilomètre devait se faire en routier et en camion, avec des camions à propulsion thermique traditionnelle. C'est plus le cas. Dans tous les exemples qu'on mentionne là, maintenant, il y a soit un vélo cargo, soit, et c'est le cas d'IKEA, une camionnette électrique. Donc on est vraiment zéro émission sur le fleuve, ou quasi zéro émission sur le dernier kilomètre. Alors après, il y a des conditions. Si on veut industrialiser ces process, vous l'avez dit, d'abord il y a la standardisation des boîtes, des unités de charge, ça c'est absolument indispensable. Aujourd'hui, et c'est normal, et c'est pas une critique, ça part dans tous les sens. Mais finalement, c'est la même chose, on parle de transition énergétique. Est-ce que ça part pas un peu aussi dans tous les sens? On est au début. Et on voit très clairement qu'à 4-5 ans, on va avoir des unités de charge relativement standardisées dans notre business. Ça va nous aider. Il faut aussi, effectivement, des quais. Il faut obtenir, et il faut que la règle des quais, que les quais partagés deviennent la règle. Il va falloir que les Parisiens, que les Strasbourgeois, que les Lyonnais s'habituent, et ils ont un peu perdu l'habitude depuis 30-40 ans, de voir des marchandises sur les quais. Et oui, parce que c'est à ce prix-là qu'on va pouvoir développer la logistique urbaine. Et puis, il va falloir, et ça c'est l'objet des appels à manifestation d'intérêt qui sont lancés soit à Lille, mais toutes les métropoles le font, sur l'axe Seine. Je rappelle que les 3 métropoles ont lancé avec VNF et Aropa un appel à manifestation d'intérêt en identifiant 32 sites sur l'axe. Il y a 21 entreprises qui ont été sélectionnées.
mais il faut aussi aider les transporteurs logisticiens à abaisser, ce que je disais tout à l'heure, c'est un peu cher encore. Il faut nous aider à abaisser notre base de coût. On continue à payer des péages, cher ami. Moi, ça me révulse sur la logistique urbaine. On devrait être à péage zéro pour amorcer. Mais je vois les représentants d'Aropa qui sourient, mais ils ne vont pas sourire très longtemps. Il faut aussi arriver à baisser le coût de passage aux escales. Parce que je rappelle que nos amis transporteurs routiers, eux, quand ils livrent en direct, alors je ne vais pas me faire des amis dans la salle, mais je défends le fluvial et d'abord le fluvial. Nos amis routiers ne payent pas l'infrastructure quand ils pénètrent dans une ville comme Lyon ou comme Paris. Nous, à chaque fois qu'on fait naviguer un bateau sur 1 mètre, on paye le péage. Donc il y a quand même un travail collectif, et on y travaille. Donc on rit là entre nous, entre collègues et entre amis, parce que tout le monde sait que ça fait partie d'une ère de la guerre. Donc on travaille ces sujets-là de manière collective. Et donc, pour terminer, oui, 100 fois oui, la logistique urbaine, si on travaille en collectif avec des intégrateurs, ça c'est extrêmement important à dire, c'est pas le transporteur fluvial de la même manière que c'est pas le transporteur routier ou que le chargeur dans son coin, c'est en ayant vraiment une approche logistique du sujet et en y intégrant le fluvial qui ne va être qu'un maillon de cette logistique verte. Voilà, j'ai été trop long, je sais, je le vois dans tes yeux. Oui, mais c'est chaque fois pareil. Non, mais c'est intéressant. Et justement, c'est d'autant plus intéressant que je voyais les gens réagir au fur et à mesure que tu avançais dans ta démonstration. Lionel Rouillon, je vous sentais, pas bouillir, mais avoir envie de réagir. Oui, il y a un point qui a oublié de citer Didier. Quand on regarde les avantages du fluvial, il parlait de compensation et compensation notamment sur les prix. On regarde à chaque fois effectivement le prix du routier comme un prix de référence. Il arrive des fois où on est très légèrement plus cher et pourtant ça passe. Et ça passe pourquoi ? Parce qu'on ne s'intéresse pas exclusivement à la partie amont. On s'intéresse également du point de vue du consommateur final, du client final, aux avantages que ça peut offrir. Dans le cas d'IKEA, ça permet à un moment d'avoir une régularité. On se disait le mode du juste à temps. Mais ça signifie 2 livraisons par jour avec des camionnettes qui tournent de manière beaucoup plus intense, chargées ou en retour. Et ce qui fait qu'on n'est pas bloqué dans les embouteillages, dans la congestion. Et donc, on a une usure utile des matériaux qui est beaucoup plus forte. Et on a surtout, pour la qualité de réception du client, les plages horaires qui sont de ce fait-là plus courtes. On ne vous bloque plus de matinée. On vous dit, tiens, je vous livre à telle heure. Ça fait quand même une vraie différence. De la même manière, pour les commerces de centre-ville, quand on est dans le cas de ULS, quand vous réussissez à faire, sur Strasbourg, c'est ce qui nous avait séduit, quand vous réussissez à faire 4 rotations jour, mais ça signifie que les commerces de centre-ville, ils n'ont plus besoin de grosses surfaces de stockage, où le coût est très élevé. Ils n'ont plus besoin de concentrer leur masse salariale le matin pour pouvoir recevoir des très grosses livraisons. Et puis après, ils payent les gens en surnombre parce qu'ils n'en ont pas besoin pour leur vente de la matinée seulement. Et donc, ça leur fait des économies assez sensibles dans leur fonctionnement de tous les jours. Pas sur leur chaîne logistique, mais soit sur la manière dont ils assurent la qualité client, soit sur leur exploitation commerciale directe. Et ces économies-là, il faut les prendre en compte. C'est ce qui fait qu'au début, quand l'expérimentation ELS à Strasbourg a démarré, mais ils étaient un peu plus chers que le routier. Et pourtant, ça a fonctionné. Ça a fonctionné parce que le client final s'y est retrouvé, tout simplement. Lui, il a bien vu qu'il payait un peu plus sur le transport, mais qu'il gagnait quand même pas mal sur le reste de son exploitation commerciale. C'est l'ensemble de la chaîne qu'il faut regarder. Et si vous regardez l'ensemble de la chaîne, tout d'un coup, vous apercevez qu'il y a énormément d'avantages à cette logistique urbaine fluviale, au-delà même de l'impératif de décarboner et de l'extension des ZFE, des zones à faible émission, qui de toute manière contraignent après la logistique. Merci. Ça peut être... ça sera une question que nous pourrons aborder. Monsieur Teinturier, je vous voyais aussi réagir par rapport à ce que disait Didier de Andry sur notamment les unités de charge. D'après vous, est-ce que la logistique urbaine fluviale
peut concerner tout type de matériaux, tout type de transport. Alors, oui, la logistique fluviale peut concerner tout type de marchandises. La question qui se pose, c'est sur les derniers mètres, une fois que vous avez déchargé en ville. Et nous, aujourd'hui, on utilise des vélos à assistance électrique avec des remorques. Bon, je cite souvent l'exemple du canapé d'angle 3 places plus 2. Il est difficile à aller livrer en vélo. Mais par contre, il peut y avoir ce que fait Ikea avec des petits véhicules électriques. Nous-mêmes, on travaille sur le développement avec un constructeur de petites unités 4 roues, mais urbaines, c'est-à-dire qui permettent de partager l'espace public de manière harmonieuse. Donc ça, c'est oui. Disons que nous, notre volonté, et je pense que c'est l'ambition qui est partagée par tous les promoteurs de ce mode fluvial, c'est de pouvoir offrir un service qui soit aussi flexible, aussi sécure que le transport routier. Alors, je suis assez d'accord avec M. Léandri, le transport routier, de toute façon, n'a jamais payé le prix qu'il coûte à la collectivité. Mais je suis pas certain, j'ai moins d'espoir que lui sur le fait que ça puisse changer, mais vous y travaillez, donc peut-être que ce sera possible. Voilà. Et sur l'aspect du coût, quand je parlais tout à l'heure de la conduite du changement, c'est que les opérateurs, ils ont tellement l'habitude de faire des appels d'offres sur toujours la même chose, toujours le même système de transport, qu'ils ont du mal à rentrer pour beaucoup dans des réflexions où ils vont prendre en considération des coûts connexes qu'ils ne maîtrisent pas toujours ou qui sont maîtrisés par leur siège et pas par l'entité locale. Voilà. Mais les discussions sur le prix ont toujours lieu. Mais moi, je suis assez convaincu que dans notre économie de marché, c'est là-dedans qu'on vit, avec des consommateurs qui exercent une pression terrible pour payer toujours le moins cher possible. Le e-commerce fait croire qu'il livre des marchandises gratuitement. Donc, tant que le consommateur ne payera pas un peu plus cher, ce sera la guerre des prix. Il faudra que le transport routier soit iso-coût. Merci. Est-ce que dans la salle, il y a des questions? Est-ce que vous n'hésitez pas s'il n'y a pas de questions, je vais y aller. Monsieur est là? Oui, je vous en prie, monsieur est là. Oui. Excusez-moi, je n'avais pas vu que vous leviez la main. Oui, concernant l'intégration justement de la logistique, et notamment sur les quais, j'ai 2 petites diapos là, si on peut les... Oui, vous pouvez rapprocher du micro de votre... Un truc très simple, voilà, donc point P, donc on a une très belle péniche. Il y a 2 diapos de Il y a 2 point P. diapos, c'est vraiment pas un voilà. fil, voilà. Donc c'est une très belle péniche qui est à nos couleurs, que vous voyez généralement dans la semaine naviguer. Et l'intérêt de ça, c'est de se dire que donc, ce bateau qui vient de Montreux-Foyonne, en fait, donc 77, va livrer... Alors, il est où le projo, là? Deuxième. Parfait. Qui va livrer une agence qui est complète, donc l'agence de Porche de Javel, puisque c'est le port de Javel, sur Paris, qui est complètement intégrée et qui a été construite en lien avec Aropa, puisque Point P Île-de-France est signataire de la charte pour l'amélioration des ports émise par Aropa. En lien avec Aropa, avec VNF, avec la mairie, avec les associations de riverains. Et cette agence-là, donc c'est vraiment un fleuron pour nous, Point P, dans le 15e. Lorsqu'elle est en activité, bon, le bord du quai est utilisable par les piétons, etc. Et lorsque l'agence est fermée, on n'a plus que 3 blocs, je crois que c'est 5 blocs, les blocs marrons que l'on voit là, complètement fermés. Et en revanche, tout le périmètre est totalement ouvert et rendu à la vie de la cité. Et la cohabitation se passe très très bien. Alors c'est pas évident partout, puisque là quand même on a un peu d'espace. C'est moins évident sur un port national où c'est un peu plus serré. Mais voilà, donc c'est la logistique, c'est parce que nous en fait on parle d'agences, ce sont des magasins, mais c'est plutôt des centres de réception ou d'expédition. Donc beaucoup de flux de véhicules, beaucoup de marchandises qui transitent. Et ce sont plus des centres logistiques quelque part de proximité qu'autre chose. Et voilà, je tenais à souligner que c'est possible, là où ça l'est, de pouvoir intégrer complètement notre système dans la ville, au-delà du bateau en soi-même. C'est vrai que c'est certain. On a parlé de beaucoup de choses depuis tout à l'heure. Moi, j'aurais aimé revenir sur un élément qu'a abordé Didier Léandri, c'est le modèle financier.
Madame Fleurisson, les différentes expériences que vous avez mises en place dans les ports de Lille, est-ce que le modèle financier, vous avez trouvé un modèle financier idoine pour ce type d'opération? Alors, le modèle financier, en fait, alors c'est ce qu'a évoqué un peu tout le monde autour de la table. En fait, le modèle de transport de déchets, en fait, c'est un appel d'offres en fait, qui est émis par la métropole européenne de Lille. Donc c'est porté par la métropole européenne de Lille. C'est en fait un acteur qui répond et Port de Lille est sous-traitant. Il manutentionne en fait sur ces sites pour l'acteur retenu par la métropole européenne de Lille. En revanche, il me semble ce qui est important en fait dans le cadre du modèle économique à prendre en considération, c'est toutes les externalités négatives qui sont limitées dans le cadre d'un recours au transport fluvial. Alors on a parlé de la congestion routière, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'accidentologie qui est un peu moindre. Il y a aussi les nuisances sonores qui sont limitées. Il y a l'usure, finalement, de l'infrastructure routière aussi qui est moindre. Donc il y a tous ces aspects-là qui doivent être pris en considération. Et c'est vrai que lorsqu'on a une entité comme la métropole qui les prenne en compte, ça a du sens. Et c'est vrai que ça devrait avoir du sens aussi pour les acteurs économiques quand on parle d'ISOCOût, parce que c'est des choses finalement qui sont payées par la collectivité, mais en partie pour certains d'entre eux. Mais c'est vrai que s'il y avait des politiques plus incitatives qui prenaient en compte aussi ces externalités-là, en termes de coûts, notamment en termes de coûts à payer par les entreprises sur certains points, je pense que ça valoriserait d'autant plus l'usage et le recours au mode fluvial. Merci. Monsieur Plateau, on a parlé de nombreux sujets. Moi, il y a quelque chose qui m'interpelle dans ce que vous nous avez dit. C'est qu'à un moment, et ce que tout le monde dit, c'est qu'à un moment ou l'autre, il y a de l'utilisation multimodale qui va être obligatoire. La plateforme, elle joue un rôle de rupture de chaîne. Est-ce qu'à un moment ou l'autre, on peut s'affranchir de cette multimodalité, même sur la logistique fluviale urbaine? Je suis convaincu que demain, le transport en général sera de plus en plus multimodal, de plus en plus complexe, parce que justement, tous les enjeux qu'on a listés, tous les défis auxquels on fait face, qui nécessitent d'intégrer dans la chaîne de transport globalement différentes solutions, la barge, le train, la route. Le train dans la logistique urbaine? Alors, le train dans l'approvisionnement probablement des grandes plateformes avant la logistique du dernier kilomètre, qui est plus complexe en train, parce que, en tout cas, en région parisienne, le réseau de transport est très densément utilisé par le transport voyageur. Mais globalement, je pense qu'on retrouvera effectivement l'ensemble des modes de transport, même la livraison à pied. On a aujourd'hui des clients sur le port de Gennevilliers qui font de la livraison de la dernière centaine de mètres à pied avec des personnes avec un sac à dos ou ce genre de choses. Donc toutes les solutions existent. La question, c'est de bien les combiner. Alors effectivement, il y aura quelques transports qui utiliseront peut-être que la voie d'eau, certains que la route, mais pour beaucoup demain, ça sera probablement un mixte de tout ça, et tout l'enjeu sur nos ports, c'est effectivement de rendre possible et facile ce switch d'un mode de transport à l'autre, cette transformation de la marchandise avant la livraison. Merci. Je me tourne vers vous, Monsieur Rouillon. Il y a quand même on parle beaucoup là, de logistique urbaine fluviale, excusez-moi, mais il y a quand même une implication. Il y a les ports, il y a les opérateurs, il y a les gestionnaires de réseau comme vous. Mais il y a quelque chose dont on parle assez peu, c'est la collectivité territoriale. Est-ce que la collectivité territoriale joue aussi un rôle dans le développement de cette logistique? Oui, c'est des acteurs clés. Clairement, vous avez du mal à faire ce type de dispositif si à un moment vous ne les embarquez pas. C'est tout le sens de l'appel à manifestation d'intérêt qu'on vient de signer ce matin sur l'axe Seine avec les collectivités de l'axe. Il y a un moment... Les autorisations, vous avez votre quai, vous avez votre logistique, vous avez votre entrepôt en sortie de ville. Normalement, vous pourriez vous dire, tiens, j'ai tout pour fonctionner. Oui, sauf que votre quai, à un moment, il faut qu'il puisse y avoir des accès. Si vous avez besoin de mettre une logistique, il faut que vous ayez les autorisations.
en général, vous avez aussi des questions de restriction horaire, vous avez une question d'investissement, vous avez tout un tas de choses comme ça, vous avez une question de compatibilité des différents usages, vous avez tout un tas de choses comme ça que vous devez de toute manière discuter, négocier avec la collectivité. Et j'allais dire, non seulement elles sont preneuses, mais elles sont même moteurs dans cette affaire, parce qu'elles s'aperçoivent bien qu'elles ont des centres-villes congestionnés, elles s'aperçoivent bien qu'à un moment ou à un autre, elles ont aussi de la pollution, et que si elles veulent sortir de cette difficulté, elles vont devoir trouver des solutions nouvelles. Elles se retournent vers qui à ce moment-là? Naturellement, pour celles qui ont un fleuve centre-ville, vers nous ou vers des opérateurs qui ont déjà fait leurs preuves ou qui sont en train de faire leurs preuves pour essayer de trouver des solutions. C'est une question de partenariat, clairement. Il n'y a pas de fleuve sans le territoire qui est autour. Et c'est une question de partenariat. Merci. On a parlé de beaucoup de choses. Monsieur Hélard, est-ce qu'aujourd'hui, on peut imaginer... vous nous avez expliqué ce que vous faites avec Point P. Est-ce qu'on peut imaginer du développement sur d'autres types de trafic, sur d'autres types de flux par Point P? Ce que j'ai expliqué tout à l'heure, il y a quand même l'aspect pré-acheminement et post-acheminement qui peut plomber rapidement l'organisation et ou les coûts. Mais on travaille de toute façon sur la multimodalité, alors plutôt effectivement moi ou en région, y compris le rail-route, puisqu'on fait du rail-route aussi. Donc la partie fluviale, pour l'instant, pour l'instant, on a travaillé sur ce qui était le plus accessible, on va dire, le plus facile. Et ça n'empêche pas de regarder mon histoire de notre base logistique. Là, je ne lâche pas l'affaire. Parce que j'ai du mal à trouver un prestataire, parce que j'ai ce dossier-là, Île-de-France, mais j'ai aussi pour livrer nos agences de l'agglomération rouennaise. C'est 8 containers, ce serait 8 caisses mobiles par semaine, donc c'est pas énorme. Le truc, c'est ça, c'est que nous, la volumétrie fait que je ne trouve pour l'instant, alors soit j'ai mal cherché, je ne trouve pas de prestataire, en fait. Soit on a la rotation fluviale, mais on n'a pas les caisses mobiles, soit on a l'inverse. On parlait des caisses tout à l'heure, j'ai regardé aussi Fleximal, c'est pas tout à fait adapté à ce qu'on a actuellement. Donc je suis toujours en veille, je lâche pas le morceau. Pour ce qui concerne la partie bord de Seine, a priori on va le faire avec notre péniche aux couleurs là. Mais après derrière, ce que je rencontre comme des difficultés, hormis l'aspect géographique, mais j'ai pas trouvé encore, bien que vous montrez que ça existe, ELS ou des prestataires équivalents, messagerie palette ou des lots partiels, ce qu'on trouve sur la route, d'avoir ça aussi sur le fleuve. Alors pour conclure, parce que là on me fait signe que c'est la fin, Didier Léandri, un mot pour conclure en 1 minute. Est-ce que l'année prochaine, on organise une conférence sur la logistique urbaine fluviale pour de la messagerie, du petit colis ou des choses comme ça? Ça aura considérablement progressé l'année prochaine, compte tenu du nombre d'appels à projets qui sont lancés. Et puis on aura très probablement... un bateau qui opérera sur la Seine à l'hydrogène sur le marché. Donc on peut refaire une conférence, on aura des choses à dire. Merci beaucoup, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous donne rendez-vous l'année prochaine. Merci, au revoir.